Dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 mars 2024, les députés de la 9e législature ont modifié le code électoral de 2019 en renforçant ainsi le système partisan. Une dizaine de jours après, soit le 14 mars 2024, la Cour constitutionnelle a procédé au contrôle de constitutionnalité de ce code électoral modifié. Ainsi, le code électoral voté par les députés a été déclaré conforme à la Constitution. Chers amis internautes, bienvenue sur ce nouveau numéro de décryptage depuis le studio Ablaye Biotchane. Pour débattre de cette question, code électoral, à quoi faut-il s'attendre désormais une fois la validation de la Cour constitutionnelle? Nous avons sur ce plateau Gracien Makoko, juriste constitutionnel, consultant en droits humains, président de plusieurs associations et groupes de réflexion en droits humains. Gracien Makoko, bonjour. Bonjour monsieur, c'est un plaisir partagé. En face de vous, un confrère que vous connaissez toujours, Abaka Tako. Merci, cher confrère. Merci d'être dans la peau d'un invité pour débattre de ces questions-là. C'est pas facile pour un journaliste de se trouver dans la peau d'un invité, mais je vais semblant. Surtout que vous abordez ces derniers temps cette question-là en tirant dans tous les sens. Super, c'est l'actualité. On n'a pas le choix comme journaliste de mettre tout au service de la vérité qui entoure ce dossier. Monsieur Gracien Makoko, au-delà de tout ce qui se passe au niveau de ce code électoral déclaré conforme à la Constitution, à quoi devons-nous attendre désormais après cette décision de la Cour? Merci beaucoup. Je peux déjà dire que, en référence à l'article 124 de notre Constitution, il est clairement martelé que les décisions de notre Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et qu'elles s'imposent au pouvoir public, qu'il soit législatif, exécutif ou juridictionnel. Et cela implique également le respect absolu des décisions de la Cour constitutionnelle par les citoyens que nous sommes, personnes physiques. Alors, ce à quoi nous pouvons nous attendre, c'est l'obéissance, puisque nous sommes dans une démocratie et dans un tel système politique, les décisions des juridictions suprêmes comme la Cour constitutionnelle font autorité de vérité légale et tout citoyen, tout pouvoir a l'obligation de s'y soumettre. Est-ce que, M. Tako, est-ce que c'est facile d'accepter quand on est du côté de l'opposition? Bon, déjà que l'opposition aujourd'hui prend les 7 de la Cour constitutionnelle comme des personnalités inféodées au patron de l'exécutif, en l'occurrence le président Talon, je crois que c'est difficile pour eux, d'autant plus qu'ils ont émis, je crois, 8 recours contre ce code électoral renouvelé. Dès lors, ils devaient s'attendre à ce qu'on regarde un peu dedans pour eux, à savoir que la Cour ne déclare pas constitutionnel ce code électoral. Et comme ça a été le contraire, le juge l'a mentionné. Il y a un article, une disposition de la Constitution qui dit que les décisions de la Cour sont sans recours. Oui, mais les commentaires vont fuser de toutes parts. Les gens vont manifester quand même leur dédain, ils vont traiter la Cour de tous les noms d'oiseaux comme ils le font. Est-ce qu'ils ont raison, ils ont tort? Je trouve que quand on entre dans la chair d'un humain, ils ont raison parce que quand vous prenez comme sur la gueule une décision comme ça et qui provient d'une institution dont les avis, les décisions ne sont pas susceptibles d'être contestées, vous n'avez que les voix de presse, vos opinions personnelles pour montrer votre dégoût à la chose. Mais toujours est-il qu'on n'a pas le choix. Nous sommes jusqu'à preuve de contraire dans une république et surveillé par une constitution. Et à partir du moment où, dans sa décision, on n'a pas le choix, chacun doit respecter son statut de Béninois et obéir à cette décision, n'en déplaise qu'elle soit de son avis ou pas. C'est difficile, mais on n'y peut rien. La loi reste la loi. Personne n'a à dire ou à faire le contraire. Monsieur Makoko, à ce niveau-là, est-ce qu'on ne pourra pas assister à une VAR en 2026 où on se référera à la Cour pour dire à tel niveau essayer de juger comme on a eu à le faire avec les municipales passées? Bon, vous savez, ce qu'on peut noter, c'est que tous les esprits que l'on relève d'un parti politique de l'opposition ou d'un parti de la mouvance présidentielle, il faut quand même qu'on s'entende sur les thèmes du débat parce que la question de loi, de législation dans un État qui se veut civilisé comme le Bénin, ça doit être quelque chose qui relève d'une culture démocratique. On ne devrait pas avoir dans une démocratie un parti politique digne du nom qui s'en prend
au verdict d'une juridiction constitutionnelle. Et il faut décourager cela parce que moi, je suis un peu dérangé puisque M. Tako l'a dit, c'est vrai, ils sont dans leur peau et pour des raisons données. Mais ce que je voudrais relever avant de continuer, dans une démocratie, c'est la loi de la majorité. Il n'y a aucun député au jour d'aujourd'hui, qu'il soit de la mouvance ou de l'opposition, qui a été élu par tous les Béninois. Personne n'a été élu dans le Parlement que nous voyons là, à l'unanimité des Béninois. Ça veut dire que c'est le jeu de la majorité qui a été joué et c'est la majorité des électeurs dans la circonscription électorale de chaque député qui a fait de lui parlementaire aujourd'hui. Ça signifie que en démocratie, c'est la voix de la majorité qui prime. Mais nonobstant cela, nous avons pu constater qu'avec la proposition de loi portant révision de la Constitution qui a été introduite par le député Hassan Seibou, il y a une minorité parlementaire qui a empêché cette proposition de prospérer. Mais au moment où cela s'était produit, il y a quand même cette minorité, malgré que c'est la voix de la majorité qui passe, la majorité parlementaire s'est inclinée au verdict parce que la Constitution a voulu que l'on puisse mobiliser une majorité assez forte avant de pouvoir faire passer les projets de révision de la Constitution. Alors, si la majorité parlementaire, en dépit du fait que c'est elle qui doit conduire les grandes politiques, prendre les grandes décisions au sein de l'hémicycle, a pu s'incliner face au rejet de cette proposition de révision de la loi par minorité parlementaire, je pense qu'en retour, la minorité parlementaire, à savoir les députés du Parti Les Démocrates, doit pouvoir se conformer à l'article 97 de notre Constitution qui nous dit clairement que les lois ordinaires sont adoptées à la majorité simple. Et on a constaté qu'il y a un peu plus de 70%, de 70 députés parlementaires, c'est déjà la majorité, au-delà même de la majorité simple, qui a adopté ce code-là. Et au regard de ces dispositions constitutionnelles, déjà, on peut déjà commencer par adopter une posture de quelqu'un ou d'une entité politique ayant le sens de la responsabilité, le sens du patriotisme, si on peut le dire, ou le sens démocratique. Maintenant, venons-en aux reproches. Il y a une nuance que les gens ne font pas. Lorsque les gens abordent la question de l'adoption du texte qui modifie le code jusqu'au verdict de la Cour constitutionnelle, la nuance est que les reproches que l'on peut faire à ce code dans son contenu sont de deux ordres. Il y a les reproches de nature purement politique que l'on peut avoir contre ce code et il y a ce qu'on peut reprocher au code sur le plan tout à fait juridique. Donc deux choses différentes. Je prends un exemple. Lorsque nous prenons ce qu'on appelle le pourcentage pour être éligible à la répartition des sièges, c'était 10% et la modification du code a porté cela à 15%. Lorsque nous sommes en train de réfléchir sur le plan politique, on peut dire non, que la démocratie, c'est l'ensemble. Il faut permettre à tous les citoyens de participer à la gestion de la chose publique, que c'est quand même bon que la majorité parlementaire ne puisse pas écraser la minorité parlementaire. Tout cela relève du bon sens, ça relève de l'éthique, ça relève de la vertu politique. Et si vous voulez, ça relève carrément des exigences politiques. Mais sur le plan purement du droit, cela ne tient pas. Parce que la majorité à l'Assemblée nationale qui a adopté le code électoral, c'est en quelque sorte la voix du peuple. Parce que si on considère cela comme n'étant pas la voix du peuple, c'est que nous ne sommes plus la démocratie. Parce que la démocratie se base sur la loi de la majorité. Mais on ne parle pas de la dictature de la majorité, mais tout au moins de la majorité telle qu'elle s'était exprimée la fois dernière. Mais on a constaté que lorsque l'Assemblée, je dis l'Assemblée, la Cour constitutionnelle n'est pas là pour juger de l'opportunité des options prises par le Parlement. En référence à la Constitution du Bénin, la Cour constitutionnelle a simplement pouvoir, en tant que garante de la volonté primitive du peuple qui se retrouve à l'intérieur de la Constitution. Le peuple béninois s'est exprimé en 90 et c'est ça qui constitue notre Constitution. C'est un peu comme la grande Bible de la République. Et la Cour constitutionnelle est gardienne de cette Bible-là, de cette Constitution. Et maintenant, nous avons le peuple qui s'exprime à travers ses représentants élus à l'Assemblée nationale. Et toutes les fois que les représentants du peuple s'expriment au sein de l'hémicycle, cela constitue également la voix du peuple. Mais cette voix du peuple, la Cour constitutionnelle est missionnée à pouvoir procéder à une étude de conformité pour voir si la voix du peuple portée par ses représentants à l'hémicycle est conforme à la voix du peuple que le peuple a souverainement exprimée à travers la Constitution. Donc là, nous avons deux tests. Le test de référence qui est la Constitution et le test dont on doit faire l'objet et l'étude de conformité.
Mais ce que nous avons constaté est que la Cour constitutionnelle n'est pas missionnée au regard des compétences que la Constitution lui a octroyées d'aller juger de l'opportunité d'une décision prise par l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que si l'Assemblée nationale pense que pour être éligible à la répartition des sièges dans une circonscription électorale ou sur le plan national, il faut passer de 10 à 15%, puisque avant on est passé de 0 à 10%. Et la Cour constitutionnelle n'a pas eu à se prononcer parce que cela ne relève pas de ses compétences. Maintenant, si le peuple, parce que ce qu'on oublie, ce texte qui a été adopté, les députés qui ont adopté le texte au sein de l'hémicycle, ce sont les députés qui ont été missionnés par le peuple. Donc, ils portent la voix du peuple. Donc, cette voix du peuple, la Cour constitutionnelle, dans un collège de 7 sages, ne peut pas s'arroger le droit, ou un droit abusé, bien sûr, de remettre cette voix-là en cause. Voilà pourquoi, pour une première fois en 2019, la Cour a observé de la prudence pour dire, si vous voulez instaurer un quota au plan national avant qu'un parti, une formation politique ne puisse avoir accès à la répartition des sièges, en tant que Cour constitutionnelle, je vois que cela n'est pas contraire à la Constitution. Donc, j'accepte votre 10%. C'était ça en 2019. Nous sommes venus en 2024. L'Assemblée nationale propose un test qui porte ce pourcentage-là à 15%. La Cour constitutionnelle dit, bon, si c'est toujours la voix du peuple, étant donné que cette voix du peuple qui parle de 15% n'est toujours pas contraire à la grande voix que le peuple a donnée en 90 et révisée en 2019, moi, je n'ai pas également d'objection par rapport à ça. Or, on a constaté que il y a ce décalage ou cette évolution, l'augmentation de ce pourcentage a fait l'objet de beaucoup de commentaires et les gens s'attendaient même à ce que la Cour constitutionnelle puisse s'opposer à cela, alors que cela ne peut pas être fait sur le plan purement technique. La Cour n'a pas compétence pour dire le peuple souverain s'est exprimé. Je vous rappelle une décision de la Cour constitutionnelle au moment où un de nos compatriotes avait saisi la juridiction pour lui demander de déclarer contraire à la Constitution le système du parrainage. Qu'est-ce que la Cour a dit? La Cour constitutionnelle disait qu'elle était un organe constitué. Et en tant qu'organe constitué, il ne lui appartient pas de modifier, de contrôler ou même de censurer la voix qui a été exprimée par l'organe qui l'a mise en place, c'est-à-dire l'organe constituant, qu'il soit dérivé ou originaire. La Cour a déjà tracé le chemin à suivre pour dire lorsque l'option vient du Parlement, tant que cette option ne remet pas en cause le préambule ou une disposition de la Constitution, la Cour n'est pas éligible pour pouvoir poser d'objection par rapport à cette option-là. Donc, je pense qu'il y a cet amalgame-là qui est organisé et on n'arrive pas à faire la part de ce que l'on peut reprocher. Puisque la question de pourcentage dans son évolution, je viens de vous montrer que sur le plan juridique, la Cour n'a pas compétence pour se prononcer là-dessus. Mais sur un plan politique, on peut dire que non, bon, il faut quand même permettre à tout le monde de compétir. Cela peut être un peu justifié. Mais il n'appartient pas à la juridiction constitutionnelle de notre pays d'abriter les différents politiques. Monsieur Taku, à ce niveau-là, est-ce que ce n'est pas le fait qu'on parle de 20% au niveau des circonscriptions électorales qui pose un problème au niveau de l'opposition? À franchement parler, je crois que j'avais mes arguments que je comptais développer, mais en suivant le juriste, je crois que j'ai assisté à son développement comme un étudiant devant un professeur. Donc ça a tué en moi tous les arguments que j'avais à développer. Je crois que d'ici à là, je vais tenter, comme journaliste, d'organiser une rencontre, un débat entre notre juriste et un grand juriste du côté de l'opposition, du moins ceux-là qui trouvaient que la Cour constitutionnelle n'était plus dans le canevas à lui tracé, tel que le professeur Olo, le professeur Dossou, qui ont vraiment opiné et ont attiré notre attention sur pas mal de choses. Mais tant que nous avons quelqu'un qui a su rester dans son couloir, je crois que notre devoir de journaliste prochainement sera quand même de voir si on peut avoir l'une de ces évidences et qu'on va mettre devant leurs jeunes frères pour voir ce qui va sortir de là, car c'est notre devoir. Moi, je n'ai plus assez de polémiques à faire dans ce sens. Mais je reste toujours par rapport à OB, puisque vous disiez que depuis que la Cour s'est prononcée, et puis au niveau des mouvements OB, on voit toujours que ça, c'est comme si rien ne se... Bon, là, c'est politique. Je crois que je peux redire ce que j'ai toujours dit. J'ai dit dans une de mes analyses que les mouvements OB n'ont jamais voulu intervenir sur les problèmes urgents de l'heure.
à savoir le code électoral, et bien avant le code électoral, la révision de la Constitution introduite par Laurent Hassan Serrou. On n'a pas vu les éléments de la filière OBV 2006 intervenir pour donner leur position, peut-être pour soutenir la révision comme les gens de la mouvance, ou peut-être choisir l'opposition pour dire que ce code, du moins cette position de la révision, porterait peut-être des germes de problèmes à venir et que par conséquent, il fallait ne pas céder à cette requête-là. Ou, maintenant que ça là est passé, revenir sur la proposition de loi sur le code électoral qui est intervenue et qui, ma foi, a été voté et reconnu comme tel par la Cour constitutionnelle. Je crois que le débat est suffisamment ouvert pour que chaque entité politique, surtout ceux qui pensent proposer des gens qui vont prendre la gouvernance de ce pays, ait une position. Ne pas avoir une position, c'est faire non seulement preuve de lâcheté, mais d'égoïsme. Et c'est ça qui a suscité mon analyse dans ce sens. Donc pour moi, je trouve que si j'étais un juge de la question, je vais les regarder plus avec un œil vicieux quant à leur sortie pour parler de leur candidat, pour susciter la candidature de notre compatriote Olivier Bokor, alors que des sujets politiques d'autorité n'ont pas été occultés. Mais qu'est-ce qui pourrait arrêter ce mouvement-là réellement? Oh, est-ce qu'il faut parler d'arrêter? Pour moi, du point de vue de bon sens et de l'éthique, si vous n'êtes pas capable de poser les problèmes de l'heure, et que dans l'opposition, qu'il n'y a pas aujourd'hui un mouvement allant dans le sens de ressortir de son cadre originel les questions de candidature dans la voie publique, et que même dans la mouvance, il y en a qui ont envie de candidater, mais qui n'ont pas le courage, eu égard à l'esprit du code du système partisan, de sortir ou de faire sortir des gens pour susciter leur candidature. Je crois que les mouvements OBV6 devaient savoir raison garder pour savoir que si je ne suis pas un juriste, il y a des dispositions en la matière. L'autorité publique doit siffler la fête de récréation. Siffler cette fête parce que nous entrons dans un déséquilibre déjà. Déséquilibre pour même l'opposition. L'opposition n'est pas dans cette dynamique. On n'apprend pas que quelqu'un suscite la candidature de Éric Bouleté, qui je ne sais, de Tchadé ou non. Or, chacun d'eux veut être candidat. Mais ils sont dans le cadre respectueux de l'esprit du système partisan. Et pourquoi c'est dans la mouvance et dans la mouvance industrialisée qu'on ne sait cela? Je crois que si on veut bien faire les choses, je ne peux pas d'interdiction, mais on peut glisser quelque chose quand même pour ordonner, organiser un peu cela, afin que cela revêt le vrai image de notre contexte démocratique qui est fait de liberté, mais de liberté encadrée pour rester dans l'esprit légal des choses. Monsieur Mokoko, n'est-ce pas une campagne précoce, puisque c'est le mot que M. Takou ne veut pas sortir? Ah bon, mais parler de campagne précoce, bon, c'est possible. Vous savez, la réflexion est libre. La réflexion est libre. Tout ce que nous pouvons dire en ce qui concerne ce mouvement que nous constatons sur le terrain, c'est que effectivement, comme l'a dit M. Takou, des structures qui ont une vocation politique, surtout une vocation de conquête de pouvoir, doivent pouvoir montrer aux mandants ceux auprès de qui ils souhaitent aller solliciter des suffrages, de quoi ils sont capables, et ça va être à travers la production de la réflexion. Et donc, nous sommes restés sur notre faim parce qu'on a constaté que tout ce que l'on fait, c'est de procéder à une sorte de vulgarisation. Il y a un nom qui est chanté, il y a un nom qui est avancé. Tout ce que nous savons, c'est que ce mouvement est là sur le terrain et qui est en train de parler un peu partout d'un personnage. Mais d'un personnage inconnu, parce que si je parle de personnage inconnu, ce n'est pas inconnu de nom. Parce que moi, je pense que la plupart du temps, à travers ces rencontres itinérantes qui sont organisées, on a constaté qu'on dit, bon, ça va être le sauveur après le président Talon, ça va être le meilleur président après le président Talon, ça va être celui qui va consolider les acquis du président Talon, etc. Mais je pense que c'est trop faible. C'est trop faible comme base sur laquelle un mouvement politique devrait s'adosser lorsque réellement
on veut conquérir le pouvoir politique. Mais je ne sais pas si c'est parce que nous sommes en Afrique que les gens se comportent d'une certaine manière, qu'on m'excuse beaucoup, mais je pense que pour entrer en politique d'abord, il faut une trilogie. Il faut une trilogie. Il faut une idéologie politique. Il faut un programme de gouvernement. Et après cela, il faut un plan, un projet de société. Mais depuis que ça a commencé, le mouvement a commencé, je n'ai pas connu l'idéologie politique de ce mouvement. On ne nous a pas renseigné sur le projet de société que ce mouvement a. On ne nous a pas parlé de leur programme de gouvernement. Mais on assiste simplement à une sorte de vulgarisation. On a l'impression que on veut nous ramener dans le Bénin d'hier. Je ne dis pas qu'aujourd'hui est forcément mieux, mais c'est comme si on ne veut pas mettre plus de sérieux dans les choses. C'est comme si le Bénin, tout le pays était composé d'analphabètes et il faut simplement organiser des rencontres foraines, rencontrer les gens, leur dire que telle personne est le Messie, alors que le messianisme, ça devrait finir en politique. Depuis l'inauguration du système partisan, les choses doivent pouvoir se passer d'une manière un peu plus élégante. Le Bénin doit entrer dans ce qu'on peut appeler un système électoral un peu plus civilisé. Donc, pas de reproche en tant que tel, mais je pense que ces mouvements qui se créent, ça et là, doivent pouvoir ressentir le débat et de savoir que le Bénin dans lequel nous souhaitons vivre, ce n'est plus un Bénin où un candidat ou un présidentiable se lève, va colporter quelques têtes, forme un groupe et va de manière officieuse, si on peut le dire, faire de la vulgarisation d'un personnage sans que de base idéologique ne soit connue, sans que réellement le peuple ne soit au courant de ce qu'on veut développer. Je pense que ce mouvement, il faut... C'est vrai que je suis dans la peau de l'invité, mais il y a l'instinct du journaliste qui me pousse à poser une question à notre invité. Est-ce que, bon, pour nous qui ne sommes pas du domaine du droit, est-ce qu'en droit, ça là c'est recadré? Est-ce qu'ils sont dans la légalité ou bien? Bon, ce qu'il faut dire, c'est que la charte des partis politiques a été claire pour dire que les partis politiques assurent l'animation de la vie politique. Et l'animation de la vie politique est un droit pour les partis. C'est un droit pour les partis et en même temps un devoir. Surtout pour les formations politiques légalement constituées qui sont reconnues, l'animation de la vie politique est un devoir pour elles. Maintenant, pour un mouvement à l'image des mouvements OB26, qui ne sont pas des partis politiques, on voit que le régime juridique à leur appliquer n'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on peut appliquer aux partis politiques. Ils peuvent s'appeler, parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas leur identité juridique. On ne connaît pas leur statut juridique. Est-ce que mouvement politique, on doit comprendre par là une formation politique? Encore que les formalités administratives à faire au ministère de l'Intérieur pour la formalisation ne sont pas effectuées. Donc, on ne peut pas les regarder avec un œil de parti politique. Maintenant, s'ils sont des mouvements politiques, ce mouvement politique, est-ce que c'est sous le format des associations qui sont basées sur la loi de 1901? Est-ce que ce sont des associations à but non lucratif ou ce sont franchement, on peut dire que ce sont des mouvements un peu hybrides. On ne sait pas dans quel régime juridique il faut les mettre. C'est pour ça que lorsque l'on parle de l'assainissement, puisque nous sommes dans une ère de la réforme du système partisan, quand on parle d'assainissement, je pense que ça peut aller dans ce sens. Mais il va falloir jouer un peu jouer un peu pour ne pas se prendre au mur. Donc, peut-être que ça peut être perçu comme un groupement de personnes qui veulent militer, qui veulent propager, qui veulent vulgariser un courant politique ou qui sont des sympathisants d'un parti politique. Bon, vu sous cet angle, on peut dire que bon, l'assainissement va poser peut-être un problème parce qu'ils sont en quelque sorte dans l'informel. Mais c'est vrai que chaque citoyen béninois a le droit de dire que bon, je rêve quand même que telle personne soit président de la République. C'est comme si je dis que bon, je rêve que M. Takou soit le président de la République du Bénin. J'étais content. Voilà, donc là, c'est un choix personnel. Et c'est un rêve personnel. Et je peux associer telle personne, je peux associer Jean, je peux associer Pierre. Et si je les convainc par rapport à ce rêve-là, c'est que ensemble, nous formons déjà une association, même si c'est une association de fait, pour dire que nous voulons porter la candidature de M. Takou. Mais là encore, il faudra que nous mettions le sérieux nécessaire pour quand même présenter au peuple béninois un programme un peu plus structuré. Merci. Vous êtes en train de parler de sérieux. Est-ce que c'est ce sérieux-là que nous sommes en train de constater au niveau de l'opposition? Parce que dans l'une de vos parutions, vous avez parlé de Humpay qui est dans le lit de Yahi pour générer un monstre contre Talon. Bon,
J'étais un peu dans la satire, peut-être un peu d'ironie. Et récemment, on a vu la FCBE réprimandée, accusée de tous les autres oiseaux par, par le LD, par le parti de Boni Yahi. Donc, on était à 1000 lieues de le retrouver encore en intelligence, en alliance, comme deux amoureux dans un même lit, dans cette affaire de décision de la Cour constitutionnelle. Je crois que c'est la décision qui a suscité cet amour de fait. Sinon, c'est la loi électorale, non. Oui, c'était avant. C'était avant? Oui, c'est le mercredi. C'est le mercredi? Oui. Oh, la décision est intervenue. Oui. Donc, c'était la question du code électoral qui les a réunis. C'est beau de voir deux personnes en mauvaise posture d'intelligence se retrouver en intelligence, cette fois-ci, pour revendiquer la même chose. C'est beau. Bon, je ne dirais pas que ce n'est pas sérieux. Mais c'est trop gros, cet amour-là. C'est pourquoi, dans ma titraille, j'ai parlé de LDQ, quoi. Q plus politique. Parce que voir Paul Houmpé bien maquillé, dans un bon dessous, dans le lit du président Yahi, pour des raisons politiques, c'était beau à voir. Pourquoi j'ai fait cette caricature. C'était pas méchant de ma part. Hein. Monsieur Makoko, est-ce que ça peut donner quelque chose? Merci. Bon, avant de me prononcer sur cette question, et je vais d'abord souligner quelques trucs rapidement par rapport à la question du mouvement OB26. C'est que il faut clarifier que nous ne sommes pas en train d'infantiliser le mouvement. Ne disons pas que ce sont des mouvements qui ne doivent pas exister. Nous rappelons qu'il s'agit de leurs droits de citoyens. Mais puisque nous aspirons à un Bénin un peu plus grand, un Bénin où l'échiquier politique va être un peu plus structuré, un peu plus affermé, on aurait souhaité véritablement que ces mouvements, même si c'est le mouvement de M. Taku pour 2026 ou d'autres mouvements, que le niveau du débat... Moi, je le ferais en coulisses. D'accord. Bon là, donc, il faut que, de toutes les manières, le niveau du débat puisse être un peu élevé pour que cela ne suive pas simplement la présentation du nom d'un candidat, de l'effigie d'un candidat, et qu'on puisse entrer dans les vrais débats. Maintenant, pour la question du remariage, moi j'appelle ça remariage parce que les deux s'étaient mariés, après le divorce qui a suivi les rumeurs d'achat du parti FCBE, on a constaté quand même que les deux se sont retrouvés. Je me suis rappelé d'un ouvrage très intéressant, rédigé par Max Weber, le savant et le politique. Il disait qu'en politique, il n'y a pas d'amis éternels ni d'ennemis éternels. Je suppose que c'est cette prophétie-là qui se réalise. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention parce que de leur regroupement, le regroupement des partis de l'opposition le mercredi, la décision de la Cour le jeudi et la réaction qu'ils ont eue après le verdict de la Cour, j'ai lu un peu d'incohérence. Et je m'explique. Hier, c'est-à-dire le mercredi, les partis d'opposition se sont réunis et il a été formellement dit lors de la rencontre que comment on appelle, la coalition des partis politiques, l'accord de gouvernance qui a été prévu par le nouveau texte adopté, que c'est déjà, les choses étaient déjà sur les rails pour que les FCBE et les LD puissent se mettre ensemble pour aller à cet accord de gouvernance. C'est ce qui a été dit le mercredi. Le jeudi, la Cour a validé le texte en l'état. D'accord? Ça veut dire que le lendemain de leur conférence de presse, la Cour constitutionnelle a validé un document qui leur permet de manière officielle d'aller à l'accord de gouvernance. Mais je constate que après le verdict de la Cour, que les mêmes formations politiques viennent attaquer l'accord de gouvernance, ça me pose un problème. Il n'y a pas de cohérence. Que l'on puisse être prêt pour aller dans l'accord hier et que les institutions républicaines vous donnent la possibilité de le faire de manière officielle et qu'après cette autorisation, vous reveniez dans un troisième temps pour dire que cet accord de gouvernance, il faut le dénoncer. Je pense qu'il faut que les hommes politiques commencent par prendre la population béninoise avec un peu plus de sérieux. Mais je pense qu'il y a une part de responsabilité au niveau du peuple aussi. Parce que lorsque le gouvernement est élu, il est élu dans quelles conditions dans notre pays? Les députés que vous voyez, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, vous pensez réellement que si le peuple béninois s'était donné plus de la valeur, qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas vues? Parce que un député va aux élections, et vous lui prenez de l'argent avant de voter pour lui. Il est élu, il est au Parlement, et vous apprenez qu'il a pris de l'argent pour voter une loi. Et vous commencez par crier. Normalement, on ne doit pas crier, parce que vous lui avez vendu votre voix à la base.
lui vient à l'hémicycle et il vend sa voix pour gagner de l'argent. En réalité, vous êtes de la même nature. Il y a des hommes politiques qui peuvent aller jusqu'à contracter des prêts auprès des institutions bancaires pour investir dans les campagnes. Je me rappelle, regretter, le président Kérékou disait que pour faire les campagnes présidentielles au Bénin, il faut tout au moins un peu moins d'une dizaine de milliards. Mais ça va servir à quoi? Ça va être distribué dans les villages avec du riz, des sucres, les cartons de sucre, etc. Mais ne dites pas à un candidat, à un présidentiel, puisque en 2026, nous allons assister peut-être au même scénario. Il faut que le peuple soit suffisamment sensibilisé afin de savoir le prix d'un bulletin de vote. Parce que c'est très cher, ça coûte très cher. Lorsqu'on crie aujourd'hui, les gens disent que telle gouvernance, ce n'est pas bien, que la gouvernance politique n'est pas à visage humain, tout cela. Mais c'est depuis 2006 que ça a été semé, c'est depuis 2016 que ça a été semé. Puisque le Bénin de 2017, c'est ce qu'on a semé en 2016 avec l'élection du président Patrice Talon. Si c'est une bonne gouvernance, c'est parce que nous avons semé la bonne gouvernance, nous avons voulu ça en 2016. Si ce n'est pas une bonne gouvernance, c'est que nous l'avons voulu en 2016 à travers notre vote. Donc, quelqu'un qui va contracter de grands prêts, ou s'il n'a pas les moyens, va s'associer aux mécènes, va s'associer aux parrains qui lui donnent un peu d'argent, il vient et redistribue ces sommes-là au niveau de la population afin que vous puissiez porter votre suffrage sur lui. S'il le fait finalement, lui-même, il est endetté. Il est redevable vis-à-vis des mécènes. Il faut qu'il fasse quelque chose. Si c'est auprès des institutions bancaires qu'il a contracté de prêts, il faut qu'il puisse désintéresser ses créanciers. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il est obligé de procéder à ce qu'on peut appeler un retour sur investissement. Mais s'il veut faire de retour sur investissement, ça va être sur quoi? On ne va pas nommer, mais de toutes les manières, le peuple ne pourra pas être servi comme cela se devait. Donc nous pensons que, avec tout ce que nous observons, que ce soit du désordre ou bien un peu de l'ordre ou le panachage des deux, c'est que la responsabilité du peuple n'est pas à occulter. Merci, M. Makoko. M. Takou, au moins vous qui écrivez souvent sur le président Talon, est-ce que ces deux qui se retrouvent là ne lui feront pas peur? Le monstre? Le président Talon, il est en train non, il part. Et comme il part, l'essentiel pour lui, c'est de pouvoir laisser le pays à quelqu'un qui pourra faire plus que lui. Pour le moment, cette personne est là. Nous continuons d'opiner pour aider du mieux nous pourrons pour que ça soit bien fait prochainement. Ce qu'on reproche aujourd'hui au président Talon, il ne faut pas tomber encore dans les mêmes travers demain. Il a fait ce qu'il a pu. Ce n'est pas acceptable à 100%. Ce n'est pas mauvais non plus à 100%. L'essentiel aujourd'hui, c'est de trouver la meilleure personne qui puisse concilier ses forces, minimiser un peu ses faiblesses pour qu'on aille plus loin. Merci, cher débatteur, d'avoir répondu présent à mon invitation. Je pense qu'aujourd'hui, tous ceux qui nous ont suivis sont au mieux éclairés par rapport au code électoral qui a été validé par la Cour constitutionnelle et que du côté des mouvements OB, ils savent déjà ce qu'on leur reproche. Ce ne sont pas des reproches, mais c'est le renforcement du système partisan qui est recherché à travers ce qui a été enclenché depuis 2016. Merci de nous avoir suivis. Prenez le prochain numéro de décryptage depuis le studio Ablabi Ochani. À bientôt.